Best. Je suis fier, je suis content, je suis fier de voir Philo. Je suis vraiment fier. J'en suis heureux. Tu fais la boxe? Non, c'est nous qui avons représenté la Côte d'Ivoire dans les disciplines. On attend d'être reçus, monsieur le président. Alors, ne vous en faites pas. Et vous pouvez compter sur moi. Et je crois bien que nous allons faire les choses bien. Monsieur, nous sommes les éléphants de l'athlétisme. On veut 30 millions aussi à Villa. Bon, pour le moment, il va falloir revoir avec le ministère de l'économie parce qu'ils m'ont déjà iré au sport. Best. Vous êtes un peu inspiré, on va dire, de l'actualité, parler de réconciliation, parler de pardon. Et très rapidement, on va essayer, hein, on n'a plus le temps de revenir sur la trame de votre histoire. C'est-à-dire que c'est l'histoire d'un jeune homme qui a été élevé par une famille, qui a été accueilli par une famille. Et après, il devient donc le bourreau de cette famille. Et il y a la sœur qui a boiqué, enfin pas à boiqué, qui est quelque part d'autre et qui revient, qui rentre au pays. Et elle arrive à pardonner, malgré ce qui s'est passé. On assassine vos parents et vous arrivez à pardonner. Moi, je veux vous demander, comment est-ce que, où est-ce qu'on peut trouver cette force-là pour pardonner quand on arrive à ce stade? Disons, la force du pardon réside en chacun de nous. Et comme on le dit, la seule limite d'un homme, c'est la limite qui se pose à lui-même. Donc, accepter de pardonner, c'est d'abord se libérer. Libérer son cœur, libérer son esprit. Donc, c'est ce qui fait, disons, la force des grands hommes. Et parlant de grands hommes, je vois la moitié du visage de Nelson Mandela. Vraiment, qui a été un homme qui a fait de la réconciliation, son cheval de bataille. Après 27 ans d'emprisonnement. Best. Abraham, un enfant qui est né, que tu as mis au monde. Ce que tu dis, c'est ça. C'est écrit dans le Coran. Pas encore. On dirait ta fille là revient encore. C'est que j'ai marié hier là. Oui. Attends, Doucement. C'est toi qu'on a fait mariage hier, tu es revenu déjà là. Moi, je ne peux pas le supporter. Tu vas le supporter? Je ne peux pas le supporter. Tu peux pas le supporter? Regarde comment je suis sur le lit. Un fion comme ça. Je ne peux pas le supporter. Je vois maintenant que toi, tu ne veux pas. Regardez. Tu refuses que moi, mon famille va à l'émergence. Parce que quand ma tête brille comme ça, là, tu n'aimes pas ça, hein? Quand ma tête brille comme ça, tu n'aimes pas. Attends, Ladi. Non, mais parce que c'est écrit dans le Coran, sur notre 52, verset 43. Moi, je pense que ce qu'on va faire, ta fille n'aime pas le monsieur. Pourquoi tu veux la forcer? Qui a forcé? Il n'est pas chaud. Je n'ai pas forcé. Je n'ai pas forcé. Je dis, il n'a qu'à marier. Bien, je n'ai pas forcé. En plus, c'est un vieux. Et puis bon, c'est un vieux. Moi, je comprends. Je ne force rien. On va faire ce qui est doux, ce qui est bon. Alors, non, c'est bon. S'il vous plaît. Non, attendez, monsieur. Bon, monsieur. Il battra des bien en soirée, c'est ça. Best. Comment est-ce qu'on reconnaît une personne qui est passionnée par son travail? Ça se voit tout de suite, hein, parce que la personne est enthousiaste. La personne, on a l'impression qu'elle ne travaille même pas, qu'elle ne se force pas, que c'est un jeu. Et elle tire un plaisir qui fait oublier toutes les contraintes qui sont liées à son emploi. Et quand c'est comme ça, le temps s'arrête. Hein, le week-end et la semaine se mélangent, vivent les heures supplémentaires et on adore ça. Alors, je veux dire, on a constaté quand même qu'il y a des personnes qui, au début peut-être d'une activité, comme vous l'avez dit, sont très, très enthousiastes. Et puis après, on a l'impression que la flamme s'éteint. Il y a certainement des facteurs qui sont entrés en ligne de compte. Oui, totalement. Alors, souvent, les moteurs de démotivation, ça peut être
une promotion qui tarde à arriver. Des fois, on a la rémunération qui ne satisfait pas l'employé. Tout à fait. On a des conflits sur le lieu de travail avec ses collaborateurs et pas mal d'autres choses. La routine aussi qui peut s'installer. On ne retrouve plus la joie à revenir le lundi matin comme avant parce que, bon, on commence à avoir des tâches répétitives. Et pour quelqu'un qui n'est pas du tout passionné ou pour quelqu'un qui a perdu tout goût au travail, qu'est-ce qu'il y a lieu de lui dire ou qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Alors généralement, je me dis, il faut que la personne soit rassurée, hein, parce qu'il y a des études qui montrent que il y a la plupart, par exemple en Amérique, la population nord-américaine, il y a la moitié de la population qui n'est pas satisfaite par son travail. Donc ils ne sont pas seuls. Après, il faut peut-être avoir une démarche positive par rapport à son emploi, être reconnaissant parce que on a un travail. Il y a des gens qui ne travaillent pas. Il y a des gens autour de nous, dans nos familles, des amis qui ne travaillent pas. Et le travail libère. Le travail permet d'avoir une certaine reconnaissance sociale, économiquement également. Donc il faut être reconnaissant d'avoir un travail pour lequel on est rémunéré. C'est pas donné à tout le monde. Donc déjà se rappeler de ça. Ensuite, quand on travaille, on acquiert des compétences et des connaissances. Donc ça également, il faut se poser et se dire, ok, je travaille, j'ai appris des choses que je pourrais utiliser ailleurs. Best. Nous sommes contents, c'est une grosse motivation au travail, mais en même temps, la question qui me passe par la tête, est-ce que vous vous y attendez? Parce que vous n'avez pas postulé, c'est ce que je sais, vous n'avez pas postulé et vous avez remporté ce prix. Effectivement, c'est un nouveau prix qui a été institutionnalisé par l'UNJCI pour récompenser les présentateurs télé, en tout cas les présentateurs au niveau de l'audiovisuel. Et c'est un nouveau prix qui vient en tout cas pour récompenser le travail abattu. Et comment vous vous êtes senti? Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de votre poitrine quand on a dit Marie-Laure Ngoran, prix Canal Plus du meilleur présentateur télé? C'est quoi qui se passait à l'intérieur de vous? Dites-nous tout. La joie était tellement grande. Et puis, il y avait quand même... C'est vrai que vous avez crié haut? Moi, j'ai pas vu cette partie. En fait. oui, la joie était grande. La joie était grande. Franchement, la joie était grande parce que faut dire que tous avec qui je travaille sont aussi excellents. Donc, se distinguer parmi ce lot d'excellents, il n'y a rien de tel. C'était quoi le plus? Le plus? Qu'est-ce que les membres du jury ont dit après? Qu'est-ce que vous avez de plus que les autres? Est-ce que je peux dire ça? Bon, d'accord. Mais enfin... Non, le plus, moi je connais le plus. Parce que le jury, le membre du jury, le président du jury qui a donné les résultats a dit être meilleur présentateur ou présentatrice, ce n'est pas seulement de changer les cravates. Donc elle ne ne porte jamais cravate. Best. Mais avance. Non mais je t'ai dit, on t'a inscrit à l'école là, c'est pour suivre les cours. Qu'est-ce qui s'est passé? Non. Il y a danger, les gars, il y a danger. On a payé tes cours. Tu pourrais pas attendre d'avoir tes diplômes d'abord? Il est où même? C'est où? Il est là-bas, le voilà là-bas. Attends, ça fait quelque chose comme ça que tu es parti te faire? Là-bas, qui a ton quelque chose là? Oui. Monsieur, venez s'il vous plaît. Qui s'appelle monsieur là? Monsieur. Attends, il m'appelle comment? Philo. Ah, Philo est monsieur là, ça met chaud, ben. Attends. Aïe. Avec quelqu'un comme ça, qui a aucun respect pour lui-même, tu m'as dit quoi? Monsieur, c'était ma fille, prenez vos responsabilités. Mesdames, c'est moi dans cette quoi? Prenez vos responsabilités. Oui, c'est moi qui m'en c'est moi dans cette. Oui. C'est moi dans cette. Oui. Qu'est-ce qui prouve que c'est moi dans cette? Non. Non. Oui. Ce monsieur-là, il s'est permis d'engrosser ma fille de 14 ans. Oh là là. Ah, elle a 14 ans. Parce que vous ne saviez pas, monsieur. Elle a 14 ans. Vous ne le saviez pas. Tu sais pas qu'elle a 14 ans. Et puis tu as pris grossesse là. Il y a pas de comment ça peut tu peux supporter? Mais c'est toi qui as fait, non? Moi. C'est toi qui as fait. Laisse ça là. Laisse ça. Yeri. Oh, magnifique. C'est pas ce que tu as dit. Parle à ta fille là, Yeri. Yeri. Attends. Qu'est-ce qui prouve que c'est moi? Qu'est-ce qui prouve? Ouais, preuve là. Faut montrer preuve. Où est ça? Je dis. L'enfant là. Ouais. Déjà même dans le ventre là, il bouge comme toi. Yeah! Ça c'est faux! C'est pas moi dans cette heure, c'est pas moi dans cette heure. Et puis dans cette heure, quand tu as pris grossesse, c'est pas mon problème. C'est pas ton problème. Donc c'est quoi ça? On va aller régler ça à la maternité. On va aller régler ça à la maternité, je te laisse pas. Attends, c'est trop facile. Il y a quoi dans 3? Toi, il faut intégrer mon avenir comme ça. Je dis, je te laisse pas. C'est chaud, hein? Alors. Attends, c'est une mission, c'est vrai, mais demain tu vas. Attends, non! C'est la totale! C'est la totale! Best. Télévision Fatché.
Télévision Fatcher. Cet astre du micro qui est avec nous, Georges Ataï Benson, qui est venu comme ça en trouble la fête. Je sais que vous l'aimez beaucoup. Mais si je vous donne l'information pour laquelle il est là sur ce plateau, c'est sûr que vous allez doublement applaudir. Il a 1 an de plus, ce monsieur que vous voyez à 70 ans aujourd'hui. GTV à 70 ans. Alors, on va faire un truc. Avant de lui donner la parole, on va se lever et puis chanter ensemble. Joyeux anniversaire, oh, joyeux anniversaire. Yeah, joyeux anniversaire, oh, joyeux anniversaire. GTV, joyeux anniversaire, oh, joyeux anniversaire. Yeah, joyeux anniversaire, oh, joyeux anniversaire. Tu as 70 ans. On dirait très jeune. Joyeux anniversaire. Hey, GTV, tu ressembles à un adolescent. Joyeux anniversaire. C'est quoi ton secret? Et puis tu es jeune. Joyeux anniversaire. Hey, GTV, le travaillement, faut laisser. Joyeux anniversaire. Où je suis là, je suis trop contente. Joyeux anniversaire. C'est comme si tu m'avais donné millions tout de suite. Best. Je vous demande la définition de l'endométriose. Comment vous pouvez nous expliquer en des thèmes plus simples ce que c'est que cette maladie? Vous avez ce qu'on appelle donc l'utérus, et au niveau de l'utérus, il y a une couche qui s'appelle l'endomètre. L'endomètre, sous l'action des hormones, tous les 14e jours, il s'épaissit pour accueillir un œuf fécondé. Et tous les 28e jours, il se desquame s'il n'y a pas eu de fécondation, et c'est ce qui donne les menstrues. Donc l'endométriose, c'est lorsqu'on a une partie de cette desquamation, au lieu d'être complètement évacuée par le vagin, il y a des parties infimes qui vont migrer à l'intérieur de l'organisme. Elles peuvent aller sur les ovaires, elles peuvent aller sur les trompes, elles peuvent aller à l'intérieur de l'utérus, elles peuvent aller jusque dans la vessie, dans les intestins. On a retrouvé des endométrioses pulmonaires ou même cérébrales. Ça migre dans tout l'organisme. Et ce sont des cellules, lorsqu'elles migrent, qui ont le même code génétique que quand elles sont dans l'endomètre. C'est-à-dire que tous les 14e jours, elles vont s'épaissir. Tous les 28e jours, elles vont saigner. Quand c'est dans l'utérus, le sang s'écoule par le vagin. Quand c'est à l'intérieur de l'organisme, il n'y a pas de voie d'évacuation. Donc ce sang va rester au niveau de ces organes-là pendant des années, puisque chaque mois, à chaque menstru, ça va saigner et ça ne va pas s'évacuer. Ça va faire ce qu'on appelle des kystes chocolatés. On appelle ça kystes chocolatés parce que quand on les ouvre, c'est du sang noir coagulé qui sort. Comme ce sang n'a rien à faire là où il est, ça va créer de l'irritation et de l'inflammation au niveau des organes, et au fil des années, les organes vont se coller entre eux, ce qu'on appelle les adhérences. Donc, ça se traduit par des douleurs, puisque la personne, quand elle a ses règles, toutes ces parties-là saignent, sont inflammées, et donc on a des règles qui sont très, très abondantes, des règles qui sont très, très douloureuses, et c'est vraiment des règles invalidantes, handicapantes. Il y a une différence entre les règles douloureuses, parce que l'utérus se contracte pour évacuer le sang, et les règles vraiment handicapantes, où la jeune fille ou la jeune femme ne peut rien faire. Justement, en parlant de règles validantes, ça a été votre cas, parce que dès l'âge de 14 ans, vous avez déjà commencé à connaître les douleurs liées aux règles. Mais ça a été quoi? Ça a été quoi votre réaction? Et ça a été quoi aussi la réaction de vos parents? J'avais 14 ans et je suis passée, je me souviens du matin, à une euphorie, un enthousiasme, parce que j'étais contente d'avoir mes règles, je devenais une femme. Et le soir, j'ai déchanté parce que toute la nuit, j'ai eu des crampes avec des vomissements et je ne savais pas ce que c'était en fait. J'avais très mal et ma mère était en mission, je me souviens. Donc c'est quand elle est rentrée qu'elle m'a expliqué, elle m'a dit voilà, effectivement, j'avais ça moi quand j'étais petite. J'ai eu la chance de ne pas avoir une maladie trop développée. Mes sœurs l'ont aussi, mais ce n'est pas très développé. Moi, j'ai décroché le jackpot, j'ai une endométriose sévère. Donc depuis l'âge de 14 ans, toutes mes règles ont été comme ça. Best. Qu'est-ce qui vous a poussé vers l'athlétisme? Si on veut dire, c'est mon grand frère. Parce que dans les débuts, je faisais du football. Du football? Oui, du football. Alors là, je ne suis pas encore sortie de l'auberge. Dans les débuts, j'étais très portée sur le football et après, il a dit il ne voulait pas que je sois un garçon manqué. Donc, comme je savais courir, il m'a demandé d'aller faire l'athlé et c'est comme ça. J'ai eu la chance d'être dans la même classe avec le fils de mon premier coach qui est ici. Et là, j'ai fait un test au Stade Félix Houphouët-Boigny où j'étais nu-pied. J'ai gagné pratiquement tous ceux qui faisaient de l'athlète depuis longtemps. Et pourquoi vous étiez nu-pied?
Parce que je n'avais pas de chaussures, il faut peut-être des, comme on peut dire, des spikes, des paires à pointe. Moi, je n'avais pas, donc nu-pied. Et on vous a laissé courir justement. Quand même. C'était les 200 mètres et j'ai gagné. Wow, chapeau. Et ce que je sais, c'est qu'au départ, vous faisiez un tronc commun, médecine. Oui, en médecine. Oui, c'était pas évident, comme on le dit, parce que quand tu fais la médecine, il faut être vraiment porté sur la médecine. Et le sport aussi, si tu veux faire les deux, c'est un peu compliqué. Donc, je me cachais pour aller m'entraîner. Ma maman n'a pas voulu. Donc, à la Elle n'était pas du tout d'accord. Donc, à la fin, il a fallu choisir. Et comme j'étais portée sur le sport, j'ai laissé le tronc et je me fais le sport. En prenant des cours de médecine, vous aviez l'ambition de devenir quoi au bout de la formation? Un médecin. Médecin, mais avec quelle spécialité? Non, je ne comptais pas me spécialiser, j'attendais de voir. La spécialisation est venue avec le sport. Oui, justement. Vous avez arrêté les études carrément ou vous avez continué? Quand j'ai eu une bourse pour aller en Chine, j'ai fait 3 ans là-bas où j'ai fait pratiquement la langue chinoise. Et comme ça n'a pas été, je suis revenue à Abidjan. Et quand je suis arrivée à Dakar, j'ai essayé de faire l'anglais pour essayer de faire des langues, quoi. Mais comme en ce moment, c'est difficile de faire le haut niveau en Afrique. Et il faut en même temps les études parce qu'il faut beaucoup voyager et tout. Best. J'étais à Korogo. Je suis ma tutrice, disons la copine à mon père qui est décédée. Donc, ma mère venait me voir, elle en France, elle venait me voir là-bas souvent. Il arrivait un certain moment, elle n'arrivait plus à me joindre. Donc, ce monsieur qui s'appelle, mon tuteur qui s'appelle Maître Adjé, on m'a dit que c'était mon nom. Je n'ai pas cherché à savoir mon nom de quel côté. De ça côté paternel ou maternel. Donc je voulais... La vérité est qu'il n'est pas vraiment votre oncle. Voilà. Donc je voulais tellement continuer mes études que je suis allée chez lui. Il est venu me chercher. Bon, derrière moi, ma tante, que j'étais chez elle, a demandé après moi. Il a dit qu'il ne savait pas où j'étais. Et en 2002, pendant la crise... Il est venu vous chercher en l'absence de votre tutrice à Korogo. Et vous n'avez opposé aucune résistance. Vous étiez toute jeune, vous aviez 9 ans. Et vous étiez crédule, vous pensiez que c'était vraiment votre oncle qui allait vous faire du bien. Voilà. Donc je l'ai suivi jusqu'à Abidjan. Arrivé à Abidjan en 2002, c'est là que ça a commencé. Un soir, bon, on avait pour habitude de s'amuser les soirs. S'amuser, ça veut dire quoi? Voilà. S'amuser les soirs. Donc, on se retrouve entre nous les amis et puis on essaie de jouer les solets, les petits trucs. Ah d'accord. Voilà. Avec les amis du quartier? Voilà, les amis du quartier, les amis de l'école. Nous sommes dans le même quartier. Donc un soir, mon tuteur m'appelle. Je réponds. Il prend la chicotte, il commence à me frapper. Je lui demande, mais qu'est-ce que j'ai fait? Au fur et à mesure que je lui posais la question, il me frappait encore plus. Après, ça va finir de me frapper, il m'a demandé de me coucher, d'aller me coucher. Je vais me coucher là où je me couche d'habitude. Il me dit non, je dors dans sa chambre. Donc j'étais tellement étonnée. Arrivé là-bas, je pleurais tellement, je pleurais. Il m'a demandé, il a demandé pardon. En même temps, il me blague avec des pectos. Malgré qu'il me donnait ça, vraiment, je continuais à pleurer. Et bon, c'est en ce moment qu'il m'a déshabillé, il a forcé à sortir avec moi. La première fois, j'ai eu mes menstrues. Moi, j'ai pleuré toute la nuit jusqu'au matin. Best. Ce monsieur que vous voyez sur ce plateau est le nouveau président de l'Union internationale de la presse francophone. Voilà. C'est une fierté pour la RTI. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. C'est un véritable honneur. On est tellement contents. C'est partagé. Et là, vous succédez à M. Dan Moussa. Tout à fait. Je suis sûre que la tâche ne sera pas aisée. Hein. Pas du tout, parce qu'avant Dan Moussa, il y a eu des personnes comme Laurent Donafologo, il y a eu des personnes comme Auguste Mirmont. Vous comprenez bien que nous sommes au pied du mur, le challenge est grand et donc nous allons faire en sorte que nous puissions relever le défi. Et c'était quoi les critères de sélection? Les critères de sélection, c'était d'abord d'appartenir à la grande famille de l'Union internationale de la presse francophone. C'était d'être un membre actif de la section ivoirienne et puis d'avoir beaucoup d'ambition pour la presse au niveau national, mais en pensant toujours international, UPF. D'accord, là ça m'envoie tout droit vous poser la question de savoir vos ambitions pour la presse nationale. Alors les ambitions pour la presse nationale ne se détachent pas de l'ambition que l'UPF a, c'est-à-dire de défendre la liberté de la presse, de promouvoir la langue française et puis de faire en sorte qu'on puisse avoir une promotion
au niveau international. L'UPF, vous savez, c'est 3000 journalistes. Alors, c'est une plateforme importante. Vous avez à l'intérieur des imprimeurs, vous avez à l'intérieur des éditeurs de presse, vous avez des journalistes, vous avez des cadreurs, vous avez des animateurs. Alors, c'est une plateforme qui offre autant de possibilités, autant de frottement avec d'autres expériences, avec d'autres compétences qui permettent donc d'exercer ce métier dans les règles de l'art en étant vraiment un journaliste aguerri. Oui. Très cher, comment est-ce que le programme que vous défendez, les idées que vous poussez d'ici, donc à Abidjan, peut influencer le journaliste canadien ou français qui, j'espère, fait partie aussi de cette grande famille francophone du journalisme? Oui, il faut savoir que le métier a ce qu'on appelle la déontologie, l'éthique. Et c'est la même chose partout. Il s'agit simplement de faire en sorte que cela soit appliqué, de faire en sorte que le journaliste ivoirien réponde aux normes internationales. Et vous parlez beaucoup de journalistes ivoiriens. Moi, j'essaie d'étendre un peu les choses. Le journaliste canadien, le journaliste français, le journaliste vietnamien, parce qu'on parle aussi français là-bas. Oui. Comment est-ce qu'il est concerné par les décisions que vous prenez ici à Abidjan? Bon, il est concerné dans le cadre de la grande plateforme de l'UPF. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les décisions qui sont prises ici influencent d'abord les Ivoiriens. Lorsque nous menons une campagne de proximité ici pour demander qu'on aille à des élections qui permettent aux journalistes de travailler en n'étant pas ce qu'on a pu observer jusqu'à présent où les titres étaient un peu enflammés, donc demander que la plume soit davantage apaisée. Vous voyez que ce n'est pas la même réalité qu'au Canada. Mais lorsqu'on se retrouve dans la plateforme, c'est une expérience qu'on peut apporter parce que c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Autant le Canadien apporte à l'Ivoirien, autant l'Ivoirien aussi doit venir avec quelque chose dans sa besace pour le Canadien. Best. Comment est-ce que vous êtes arrivé à Dakar? Et à Dakar, c'est le centre d'athlétisme, le centre international d'athlétisme. Voilà. Comment est-ce que vous y êtes arrivé? Ah oui, bah, quand j'étais en Chine, j'ai vu que ça n'allait pas. Il fallait revenir en Afrique. Qu'est-ce qui n'allait pas précisément en Chine? D'abord, non, pas la nourriture, parce que avec les Chinois. Non, parce que, en fait, comme je l'ai dit, j'étais vraiment portée sur le sport et j'avais pas de compétition. On n'en doute pas. J'avais pas de compétition parce que j'étais pas chinoise. Ah d'accord. Donc il n'y a pas d'Africains là-bas qui participent à des compétitions ou vous n'aviez pas peut-être le niveau et les compétences requises? J'avais le niveau, je battais pratiquement tous les Chinois, mais le problème c'est que quand tu as une compétition, quand tu trouves une compétition, tu fais juste les séries. Tu fais une course et c'est fini. Le reste, c'est les Chinois qui font jusqu'à la fin. Et là, cela n'était pas un avantage pour votre carrière? Non, justement, oui, parce que pour un sportif de haut niveau, il faut pratiquement 10 compétitions dans la saison pour être en jambes. Et moi, ça ne m'arrangeait pas et tout. Et quand je venais pour les compétitions en Afrique et que je laissais les cours là-bas, on me disait, tu peux venir, mais quand j'arrive au niveau des compositions et tout, je ratais, je n'avais pas la possibilité de refaire. C'est-à-dire qu'il fallait prendre du crédit encore pour l'année qui suivait. En temps, le cours en chinois, c'est difficile, ce n'est pas le français, ce n'est pas l'anglais. Donc, c'était un peu compliqué pour moi. Du crédit, comment? C'est-à-dire, en Europe, quand tu ne valides pas une matière, tu as la possibilité d'aller en classe supérieure. Mais justement, mais là, tu n'as pas la possibilité d'aller en classe supérieure. Un peu comme les UV. Justement, tu reprends encore ta classe. Tant que tu n'as pas validé ça, tu n'avances pas. En tant moi, ça me perdait du temps. Donc, Marie-Jo parle chinois? Un peu. Dites-nous quelque chose de chinois. Ah, je peux dire bonjour. Zhao Shanghao. Zhao Shanghao. Best. La première partie de ma vie où j'ai vraiment beaucoup souffert. Je ne savais pas ce que c'était. Je prenais beaucoup de médicaments et malheureusement, on me donnait, je ne sais pas si je peux citer, mais bon, du Spasfon, du Ponstil, ce qu'on donne généralement aux jeunes femmes, ce sont des antispasmodiques. Or, le problème de l'endométriose, c'est une inflammation. Ça veut dire que l'antispasmodique ne joue pas sur l'inflammation. Ce qui joue sur l'inflammation, c'est des anti-inflammatoires. Ce qui joue sur la douleur, c'est des antalgiques. Donc, il faut une combinaison des molécules. Et ça, j'ai mis 20 ans avant de le comprendre. J'ai mis 20 ans à errer de gynéco en gynéco. Et au tout début, quand j'allais voir les médecins, on me disait « Ah oui, mais tu sais, les filles, c'est comme ça. » Mais pourquoi 20 ans après? Parce que quand vous allez voir un gynéco et que vous lui dites « Vous avez des règles douloureuses », pour eux, c'est normal.
Les maux de ventre avec les règles, c'est normal, c'est pas un drame. Prends ça, ça va passer. Puis au bout de 3-4 mois, vous faites de la résistance aux médicaments, on vous donne autre chose. Donc vous n'étiez pas dans un pays européen puisque Non, j'étais au Sénégal. Je suis arrivée au Sénégal à l'âge de 10 ans. Et donc pour eux, les règles douloureuses, c'était normal. Moi, je me souviens, j'allais à l'infirmerie de l'école, on me disait, bon, couche-toi, on me donnait de l'élixir parégorique à l'époque. Et ça, voilà, moi je sais que ça ne soulageait rien du tout. Donc tous les mois, j'étais une semaine à la maison en souffrance, quoi. Best. Mesdames, il faut être zen. C'est vrai que c'est pas facile, mais il faut vraiment être zen et détendu, surtout avec la fatigue, surtout la fatigue. C'est normal, on a un poids devant, donc ça agit sur le dos. On a très souvent mal au dos et on est très très fatigué. Alors aujourd'hui, on va faire une petite simulation pour vous donner des petites astuces pour vous permettre de mieux gérer cette étape-là. Donc, on a notre femme enceinte qui est là, c'est Madame Philomena. Madame Philomena. Voilà, Philo, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Il faut éviter de rester longtemps debout quand on est enceinte. Mais on ne voit même pas bien le ventre de la femme enceinte là. Voilà, parce que voilà. Il faut éviter de rester longtemps debout. Donc je veux interpeller les jeunes gens. Si vous êtes dans un bus et qu'il y a une femme enceinte, s'il vous plaît, cédez-lui la place. C'est on n'a pas besoin de vous le dire. Hein. Oui. Non, mais il y en a qui... C'est un réflexe aussi. Il y en a qui oublient alors que c'est vraiment pénible. Le dos pèse, tout ça. Donc cédez la place aux femmes enceintes. Voilà. Donc madame, il faut s'asseoir. Il faut s'asseoir. Et il y a également une façon de s'asseoir. Madame, voilà, comme ça. Comme ça, voilà, c'est bien. Elle s'asseoir comme ça, jambes écartées, elle fléchit les genoux. Il faut éviter de croiser les jambes. Sinon, si elle ne s'assoit pas comme elle a fait là, qu'est-ce qui peut arriver? Elle peut avoir mal, accentuer son mal de dos. En fait. D'accord. Elle peut accentuer son mal de dos. Et il faut éviter de croiser les jambes. C'est vrai qu'on veut se faire sexy et tout ça en croisant les jambes. Mais enceinte, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin, vous avez besoin d'être en forme. Et surtout quand vous êtes dans le 3e trimestre, donc l'accouchement, vous avez besoin d'énergie pour l'accouchement. Donc il faut essayer de limiter les dégâts. Alors madame, également, il ne faut pas rester trop longtemps assise aussi. Ah oui, il ne faut pas rester trop longtemps assis. Si vous êtes dans un endroit où vous devez vous asseoir, asseyez-vous juste un moment, essayez de marcher un peu. Si vous êtes à la maison, l'idéal serait de rester couché. Si vous êtes à la maison, l'idéal serait de rester couché. Ah, il faut accompagner ta femme, c'est quoi ça? J'ai beaucoup de femmes enceintes qui nous suivent. Rester couché à partir du quelle mois? Quand on est à partir du 8e, on ne va pas rester couché les 9 mois. Oui, il faut faire. Non, après, il faut aller au travail. Il faut aller au travail. Là, déjà dans le 3e trimestre, on prépare déjà le congé de maternité. D'accord. Donc déjà, voilà. Non, et puis, voilà, il faut éviter de se coucher sur le dos. Parce que quand vous êtes couché sur le dos, madame, elle doit se coucher comment? Quand vous êtes couché sur le dos comme ça, vous appuyez la veine cave. La veine elle a mis le téléphone ici, là encore, tu es enceinte, enlève ça. Alors, quand vous êtes couché comme ça, vous appuyez sur la veine cave, la veine qui relie les jambes au cœur. Donc c'est par là également que l'enfant est oxygéné. Donc comme ça, l'enfant risque de s'étouffer. Best. Oui, Ami, n'oublie pas de me ramener du beurre de karité du Burkina. Hein. Tu n'as pas quoi? Oh, ma chérie, si c'est pour l'argent, ne t'inquiète pas. Je t'enverrai ça par mon Move Money. Avec Move Money, envoyez et recevez de l'argent du Burkina Faso, Bénin, Niger, Togo et même la France. Tapez étoile 155, étoile 1, étoile 3, dièse. Move Money là, c'est quand tu veux et où tu veux. C'est encore mieux avec Move Money. Move, no limit.